Cube Radio. On les critique, on les juge, on dissèque leurs faits et gestes. Mais qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens? Loin du débat partisan, au-dessus de la mêlée, je vous offre de les découvrir pour essayer de les comprendre. Je vous présente Marois Risky. Oui? Ce son-là, juste l'odeur du métro de Montréal. Tu sais qu'il y a une odeur, le métro de Montréal? T'as jamais remarqué? Ça dépend à côté de qui je suis. Non. Il y a une odeur d'une rame de métro de Montréal. Est-ce que ça pourrait être un parfum éventuellement? Odeur rame numéro 5? Moi, je le sais parce que ça fait longtemps que j'habite plus ici. À chaque fois que je reprends le métro, je suis là... C'est l'odeur du métro de mon enfance. Puis ça n'a pas changé. Je pense que ça doit être l'odeur des roues de plastique sur les rames. Donc, Emmanuel, on va voir qui, là? Alors, dans le métro Azur de Montréal, nous sommes en route vers chez Marois Risky, la députée libérale de Saint-Laurent, à l'Assemblée nationale. Et puis, c'est ça, ça fait longtemps qu'elle était comme sur ma liste de ceux que je veux interviewer parce qu'elle est un peu comme le mouton noir du Parti libéral. Tu sais, c'est une jeune femme qui fait vraiment... qui refuse de rentrer dans le rang. Puis je trouve ça intéressant, quelqu'un qui fait de la politique comme ça. C'est quand même extraordinaire, là. Elle est née à Hochelaga-Maisonneuve de parents marocains. Après ça, elle a fait son droit. Elle a fait une maîtrise, un doctorat en droit fiscal à l'université en Floride. Après ça, elle a fait un MBA. Puis elle avait la chaire en droit fiscal à l'université de Sherbrooke, là. Alors, puis c'est là qu'elle a été... c'est à ce moment-là qu'elle a été assez connue dans le paysage médiatique québécois, là, parce qu'elle a été une des voix... et des spécialistes là, qui ont beaucoup parlé contre les paradis fiscaux, les mesures à faire contre lutter contre ça, etc. Puis en 2015, elle s'était présentée pour Justin Trudeau et les libéraux dans Hochelaga-Maisonneuve. Elle a perdu par moins de 500 voix. Après ça, elle a retenté sa chance pour obtenir l'investiture dans l'ancien comté de Stéphane-Dion pour les libéraux fédéraux. Ça n'a pas marché. Et là, finalement, Philippe Couillard l'a recruté en 2018. Puis elle s'est fait élire dans le comté de Saint-Laurent. Alors, on sort du métro Place d'Armes par ce bel après-midi d'hiver. Et on est en route vers le Vieux-Montréal où on va aller rencontrer la députée libérale Marois Risky. C'est une femme qui laisse personne indifférent. Parce que elle dit à voix haute ce que les libéraux préfèrent souvent se dire derrière des portes closes. Et donc critiquer l'austérité libérale, par exemple, est très tranchante sur la question de ne faire aucun compromis sur la laïcité. Mais c'est une femme qui est à l'aise, on dirait, avec le fait de déranger en politique. Et c'est ça qui la rend intéressante. C'est une nouvelle génération, là aussi, parce que elle va avoir 35 ans là, cette année. Donc, c'est vraiment une jeune politicienne là, de cette nouvelle génération. Là. Et on va à sa rencontre. C'est beau ici, hein? J'aime tellement ça, ce lieu-là de Montréal. Là. Oui. Bonjour! Vous avez un chien? Upac? OK. Tupac. Oui, okay. Allô! Sébastien, mon réalisateur. Enchanté. Voici le petit Tupac. Alors, Madame Risky, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, ainsi. Ça me fait plaisir. Et je vous imaginais pas comme quelqu'un qui avait un chien. Non, hein? Non. Allô? Le petit Tupac. Oui. Mais d'ailleurs, je veux pas être mesquine, mais c'est comme une petite crevette grise. Ah, c'est un petit loup. Un petit loup. Un petit loup. D'ailleurs, je l'ai déjà amené au studio de Cube Radio. Okay. Il a été très, très populaire. Puis pourquoi avoir un chien? Qu'est-ce que ça amène dans votre vie? Ben, en fait, c'est que
La dernière fois, j'avais un chien, il est décédé en 2015. J'en voulais plus. Puis là, ma sœur, qui est déficiente intellectuelle, m'a donné un chien pour travailler ma patience. Donc, ça travaille énormément ma patience, mon petit chien. Ah oui? Oui, parce que c'est hyper exigeant, là. Faut s'en occuper tout le temps. Le matin, c'est lui qui décide qu'on se réveille à 6 heures là, pour sortir parce que c'est maintenant que ça se passe, là. OK. Et vous avez toujours eu besoin de travailler sur votre patience? Oui. Moi, je suis une pressée. Donc, tout va vite. Alors, des fois, il faut savoir ralentir. Avez-vous appris à ralentir? Un peu. Vraiment? Oui, un peu. C'est moins pire qu'avant, là. Moi, avant, j'avais le rythme de vie vraiment des grands bureaux. Donc, on travaille très vite, très fort. On termine tard le soir, puis on recommence très tôt le lendemain matin. Tout était dû pour hier. Donc, c'est un rythme auquel je me suis habituée de travail. Et même quand je suis devenue professeure à l'Université de Sherbrooke, là, c'était tellement lent pour moi. Je trouvais ça lent. Vous étiez pas comme bien de vous calmer? Non. Non. Alors, pendant ce temps-là, j'ai parti un nouveau programme. Alors, j'ai parti plein de nouvelles affaires, une nouvelle clinique d'impôt bénévole. Là, tout le monde dit, ben voyons, Marois, t'en fais ben trop, faut te brûler. Ben non, j'en ai plein d'énergie. Puis finalement, c'est mon rythme. Puis si je pensais que c'était un petit peu lent à l'université, quand je suis arrivée au gouvernement, dans l'appareil plus politique, là, j'ai compris que les affaires étaient pas mal plus lents aussi. Vous trouvez que la politique est encore plus lente que le milieu universitaire? Oui. Milieu universitaire, on a quand même, par exemple, on doit produire des articles, on doit rendre compte, on a à chaque année la rentrée, il faut se préparer. Puis oui, on peut faire des changements, puis c'est pas des changements qui nécessitent beaucoup de considérations politiques. C'est est-ce que oui ou non c'est bon pour les étudiants? Oui ou non est-ce que c'est bon pour l'université? Parfait, est-ce qu'on a les moyens de le faire? Non, est-ce qu'on est capable après 2-3 ans rentrer dans notre argent? Parfait, on va le faire. Là, maintenant, en matière politique, c'est vraiment de gérer beaucoup d'ego. Alors, c'est sûr que ça prend plus de temps. Avez-vous toujours été aussi purposante quand vous étiez petite? Oui. Ah, ça, c'était pire. Nous, on est 4 enfants. Puis moi, je suis la 3e. Je suis la Benjamin des filles. Non, c'est clair. C'était pas reposant pour mes parents. Donc, ils m'ont mis dans un paquet de sport. En pensant vraiment que ça allait me calmer, aucunement, parce que là, il fallait faire tous mes tournois de basket, peu importe ce qu'ils étaient. Donc, c'était sûr que j'étais zéro reposante, là. Mais en même temps, j'étais zéro entretien non plus, hein. Parce que je suis assez autonome, puis je suis devenue très autonome rapidement, là, quand j'étais petite. Alors, c'était comment grandir à Hochelaga-Maisonneuve, fille d'enfants immigrants, marocains? Dressez-nous un portrait de votre vie à cette époque-là. En fait, c'est Hochelaga, la circonscription fédérale. Ouais. Donc, c'est vraiment plus grand que Hochelaga Maisonneuve, le quartier, mais j'ai quand même grandi dans le quartier où est-ce que j'ai eu ma première job dans une crèmerie. C'est comment... quand on est plus jeune, très tôt, ma mère m'explique que ma sœur est déficiente, donc c'est elle qui va nécessiter plus de temps. Puis que votre sœur aînée? Oui, ma sœur aînée, elle est née avec une déficience intellectuelle, puis beaucoup plus tard dans l'adolescence, la schizophrénie s'est développée. Donc, ça a toujours été très prenant pour ma mère. Très jeune, mon père a eu un infarctus. Donc, lui avait une épicerie à l'époque. Puis après, ça avait eu un dépanneur. Donc, quand il gérait son dépanneur, il y a eu un infarctus. Là, j'ai autour de 11 ans. Puis, littéralement, il est tombé. Donc, ça a été la fin. Pendant plus qu'un mois, il restait dans le coma. Puis, par la suite, mon père a littéralement tout perdu. Donc, ça a été... puis, quand il est revenu, entre guillemets, de son coma, ça a pris beaucoup de temps pour qu'il se réapprenne à marcher. Puis, il était vraiment rendu une autre personne, très différente. Donc, après ça, il y a la séparation de mes parents. Donc, puis ma mère est analphabète à l'époque. Donc, elle ne sait pas lire ni écrire. Et elle connaît pas plus ses droits, là. Donc, elle sait rien du tout de c'est quoi une pension, rien du tout. Donc, nous, on se retrouve littéralement avec rien. Puis moi, je commence très tôt à travailler pour aider ma mère. Puis, par la suite, ma mère est allée à l'école. Puis ça a été vraiment... Elle est retournée à l'école? Ouais, pour retourner. Elle est allée pour la première fois. Elle avait quel âge? À ce moment-là, ma mère, je crois qu'elle a peut-être 38 ans. Donc, ça a été... mais c'est ce que elle, quand elle est née au Maroc... ma mère a comme vécu 2 fois la perte de sa maison familiale. Très jeune, à l'âge de 5 ans, son père à elle, mon grand-père décède d'une boulangerie, mais ils sont 3 filles, plus ma grand-mère. Donc, tout l'héritage s'en va à son oncle à elle, un homme. Alors, ils ont rien, donc ils perdent la maison familiale. Ma grand-mère devient aveugle. Alors, ma mère est envoyée chez une de ses tantes. Ses 2 autres sœurs sont aussi envoyées ailleurs. Puis ma mère, au lieu d'être envoyée à l'école, ils la vont faire du ménage. Mais c'est un enfant.
Alors, c'est quand que ma mère a finalement le courage de dire je m'en vais. Elle a décidé de quitter le Maroc pour littéralement venir faire ici. Elle allait être probablement une autre femme de ménage ici. Là. Puis finalement, elle arrive ici très jeune, elle rencontre mon père, se marie, font 4 enfants. Puis c'est quand elle a vraiment coupé court avec mon père, qu'elle allait retourner à l'école. Puis ça a vraiment été le jour et la nuit. Ma mère s'est transformée. Vous me racontez votre mère, ce côté battante que vous avez, c'est de elle qui vient? Ben oui, mais surtout, tu sais, quand on dit l'expression à contrario, de jamais être cette femme soumise qui dit rien, qui a pas de goût, qui a pas de saveur, moi, ça m'intéresse pas. C'est sûr que moi, je peux pas être ce qu'on appelle un jour une trophy wife. Là. Je suis hyper indépendante, je fais ce que je veux. Si je décide d'aujourd'hui, je m'en vais, ben je m'en vais. Mais en même temps, ma mère, c'est la femme la plus douce. Vraiment douce. On peut lui donner le bon Dieu sans confession. Elle est droite, elle ne prend rien de ce qui lui appartient pas. Elle est très travaillante, mais en même temps, elle redonne énormément. Donc, moi, je me sens très privilégiée d'avoir connu vraiment beaucoup d'affaires dans mon enfance, puis d'avoir été confrontée à beaucoup de défis, parce qu'après ça, je comprends qu'est-ce que je dois faire et pour qui je le fais, puis surtout, qu'est-ce que je ne dois jamais devenir. Là. Vous est resté de cette jeunesse-là à Hochelaga avec votre sœur, votre mère, ces difficultés-là? Ben moi, c'est l'injustice qui m'anime le plus. C'est comme me battre contre l'injustice parce que ça vient vraiment me chercher parce que je l'ai vécu, l'injustice. Comment? Quand ma mère a rien eu, à part avec 4 enfants, là, puis littéralement, mon père dit « t'auras pas un sou ». Puis lui, mon père est instruit, là. Il parle 5 langues. Donc, clairement, il a profité de quelqu'un qui était excessivement vulnérable. Puis moi, ça, j'ai jamais été capable de passer outre. Ma mère, oui. Moi, non. Avec moi, qu'est-ce qui m'en reste? Ben, je suis devenue par la suite avocate. C'est pas par hasard. C'est pour ça? Ben, je pense que oui. J'ai jamais fait vraiment d'introspection. Je suis pas très forte dans les introspections, mais clairement, c'est un désir de, connaître le droit, les obligations, puis vraiment de toujours chercher la vérité. Parce que quand on cherche la vérité, par la suite, on est capable d'avoir de la justice. Et là-dessus, une fois que j'ai commencé à travailler à un grand bureau, moi, je me sentais super bien. Là. Puis un jour, il est arrivé un dossier, puis je me disais, c'est vrai qu'on a gagné, mais est-ce que je suis fière? Puis la réponse était non. Et c'est là que j'ai quand même compris que c'était peut-être le temps que je fasse autre chose. Mais la vérité, même en droit, c'est pas absolu. C'est vrai que c'est pas absolu. Mais on sent à travers nos tripes quand on a cette vérité. Puis quand j'entends les gens dire ma vérité, sa vérité, non, il y en a une vérité. Mais encore faut-il la chercher. C'est très manichéen, là. C'est très noir et blanc comme façon de voir le monde, là. Non, les sentiments peuvent être gris, mais la vérité, moi, je considère que non, il n'y en a pas 36 vérités. Je pense sincèrement que quand on cherche puis qu'on fouille, on est capable de trouver la vérité. Puis oui, il y a des gens qui vont se camper dans leur vérité. Puis je pense que probablement plus que jamais dans l'univers qu'on vit, les gens se campent dans leur vérité. Puis d'ailleurs, il y a quelques années, peut-être 2 ans, il y avait une étude qui démontrait que les gens préféraient lire des articles qui les confortaient dans leur position que d'aller lire autre chose, puis de se dire « Ah non, finalement, j'ai peut-être pas raison ». Puis moi, je préfère lire plusieurs affaires différentes. Puis oui, j'aime ça argumenter. Puis j'aime ça aussi apprendre encore, puis me dire, OK, finalement, oui, je me suis trompée, puis j'ai jamais eu peur de dire je me suis trompée. Vraiment? Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous savez l'image que vous projetez, qui vont écouter, puis qui vont dire, voyons, Marois Risky, c'est la politicienne qui donne toujours l'impression qu'elle est en possession tranquille de la vérité, tu sais. Possession tranquille de la vérité, non. En recherche de vérité tout le temps, oui. Ça, c'est clair. Je la recherche constamment dans tous les travaux que je fais. Dans tous les dossiers que ils sont fouillés, là, mes dossiers. C'est rare que j'arrive, puis quelqu'un va me dire, Marois, clairement, aujourd'hui, elle a pas fait son travail, hein. Elle est pas partisane, votre vérité. C'est ce que vous me dites. C'est quand vous prenez position sur un dossier X, Y, Z, c'est réfléchi. C'est pas seulement parce que vous êtes libéral puis que la position, c'est d'être contre les maternelles 4 ans ou contre X, Y, Z. Non, parce que même les maternelles 4 ans, prenons cet exemple. J'ai toujours dit dans mes entrevues, moi, je suis pour la maternelle 4 ans. Mais pas à n'importe quel prix, puis pas n'importe quelle façon, puis pas n'importe comment. Dans ce dossier-là, maternelle 4 ans, moi, ce que je trouvais
qui était difficile à comprendre, c'était l'explosion de coûts. Puis, je dis, si on m'arrive avec un dossier, un plan, ça va me faire plaisir d'abonder dans le même sens. Mais là, dites-moi pas que ça vous coûtera ce que ça coûtera, parce que c'est l'argent des contribuables. Puis, je suis fiscaliste, à la fin de la journée, ça m'intéresse un petit peu quand même l'impôt. Alors, si on paye énormément d'impôts, puis j'ai plein de services adéquats qui vont avec, ça va me faire plaisir. Mais si je considère qu'il y a de l'argent qui peut être mal investi, ben c'est clair, je vais talonner. Là, expliquez-moi, là, comment on peut être une jeune avocate brillante puis se dire, moi, je vais être fiscaliste. Tu sais, dans la tête des gens, là, il n'y a rien de plus plate, de plus obtus, de plus rébarbatif que d'être fiscaliste. Bon, premièrement, moi, je faisais mon droit MBA. Donc, c'est un bac et la maîtrise en même temps. C'est 9 cours, puis je m'ennuie quand même. Et là, j'arrive dans mon cours de fiscalité avec Normand Ratti, puis finalement, j'ai un cours que j'aime dans mon bac en droit. Puis, moi, c'était la fiscalité. Puis, sincèrement, j'ai plus préféré la fiscalité internationale que la fiscalité locale, c'est sûr, là. On va se dire, moi, je fais pas de T1, là. Je fais pas des... Je fais des T4, là. Non, je fais pas ça. Mais je le fais pendant 1 mois, pro bono, année après année. J'ai commencé à faire ça en Floride quand j'étais étudiante là-bas. Mais la fiscalité internationale, c'est probablement ce que le plus tripant en droit, là. Il y a rien d'autre là, qui peut accoter ça, là. Rien. C'est de la haute voltige. Ben, c'est un mélange de droit criminel, interprétation des lois, oui, de l'économie, de la fiscalité, de la finance. Puis c'est vraiment... quand on pratique, là, par exemple, en matière de planification fiscale internationale, ben on regarde pas juste une juridiction, on regarde plusieurs juridictions, puis c'est un puzzle qu'on doit résoudre. Puis l'objectif, c'est simple, là, pas payer d'impôts, puis si en plus de ça, je peux avoir une double déduction et un remboursement, c'est encore mieux. Mais vous dites planification fiscale internationale, ça s'appelle de l'évasion fiscale. Non. Ou de l'évitement fiscal. L'évitement fiscal. Ben ça, c'est qu'est-ce que nous, on apprend dans les grandes facultés de droit américaines. Donc, c'est comme ça qu'on est formé. On apprend à l'école à éviter l'impôt. Clairement. On va pas dans les grandes universités. Puis les gens, les grands bureaux, leur objectif, c'est pas par la suite d'avoir des gens qui sont hyper bons pour faire de la conformité. Là. Si c'est ça, on va prendre des conformistes. Comment ça fonctionne dans les grandes universités américaines? Par exemple, l'Université de la Floride. Par exemple, il y a un cours qui s'appelle Fiscalité internationale, mais planning. C'est simple. Pour avoir les notes, la personne qui a le meilleur taux d'imposition, ben c'est comme ça que ça fonctionne. Après ça, on descend. Plus tu payes d'impôts, moins bonne est ta note. Exact. Ben, nous autres, on a fini premier. Mais il y a une injustice là-dedans. Oh, ben moi, toutes les gens de ma promotion, à ce jour, on est encore amis, là. On se voit, là. Ça arrive tout dans les grands bureaux ou dans les grandes entreprises. Une personne que j'ai rencontrée, lui, au fond, est un ancien membre du conseil d'administration d'Apple. Il m'aime tous, là, puis il dit, Mara, continue ta croisade, là, puis il me donne une belle tape dans le dos, là, go. Mais c'est sûr il y a quelque chose au niveau de notre cerveau, comment qui fonctionne pas normalement, là, parce qu'on cherche vraiment à rester dans cette ligne sans la traverser pour pas tomber dans le criminel. Puis au fond, on le sait, là, que qu'est-ce qu'on fait, là, ça aide pas du tout la société. C'est pas illégal, mais c'est immoral. Exact. Puis là-dedans, il y a personne qui va légiférer. Alors moi, c'est à un moment donné, quand que j'ai mon déclic, quand que je comprends qu'un de mes professeurs, quand je défends ma thèse de doctorat, il me dit, Marois, il me dit, tu peux être super bonne en privé, même dangereuse pour la société, ou tu peux être vraiment utile si tu fais du service public. Et c'est là que je fais mon déclic, puis je fais le choix de faire vraiment que du pro bono pour aider plus des journalistes d'investigation qui travaillent sur des gros dossiers qui, eux, jamais auront des gens des grands bureaux qui peuvent comprendre clairement les transactions, qui vont venir leur donner un coup de main parce qu'il y a personne qui va mordre la main qui la nourrit, là, à moins d'être vraiment fou, là. Alors, moi, je commence à faire ça, puis je commence vraiment à être professeur, puis juste m'enligner, puis écrire des articles dans la presse ouverte, là, pour dire ce que je pense, dire comment qu'on devrait le faire. J'écris même un projet de loi, hein. Et finalement, je prends un petit peu mon mal en patience, puis il est arrivé le dossier Netflix, parce que j'ai perdu un peu patience. Mais c'était pas difficile de quitter la vie, parce que quand même, la vie des grands bureaux, le salaire, le rythme de vie, tout ça, pour aller se ramasser prof d'université, c'est... Ah, c'est le plus beau métier du monde!
Oui, oui. Pour de vrai, moi, là, je savais pas c'était quoi, là. J'avais aucune espèce d'idée. J'ai fait une rencontre par Skype avec Luc Godbout, Gilles Larrain, Marie-Pierre Allard, alors que je suis en Floride, puis j'ai pas encore gradué de mon doctorat, là. Je leur dis juste, je reviens au Québec, au mois de mai, je reviens au mois d'août, peut-être septembre, au Québec. Je cherche une chargée de cours, ils disent non, mais envoie-moi ton CV, puis finalement, on se passe sur Skype 15 minutes plus tard, ils m'engagent comme prof. Puis là, je commence comme prof. D'ailleurs, je m'excuse à tous mes anciens étudiants de la première année, là. J'étais pas la meilleure, mais par exemple, je me suis grandement améliorée. Mais c'est très différent. Mais moi, je travaillais autant comme prof que si j'étais dans un grand bureau. Autant. Donc, vous faites votre thèse de doctorat sur la taxation des géants du web. Oui. Dont Netflix. On est en 2000. Dépose en 2013, je défends en 2014. Ça fait 6 ans. Mm-hmm. Et on commence... Le public en a pris conscience, mais les gouvernements ne bougent pas. Moi, je commence dans ce dossier-là, quand je reviens au Québec, je m'étais dit, ma mission, c'est de faire bouger les gouvernements. Alors, je fais aussi du soin en politique fédérale en 2015. Je me présente dans mon coin de pays, Hochelaga. Finalement, ça n'a pas marché. Mais vous vous présentez pour un Justin Trudeau oui. qui a promis de ne pas taxer Netflix par ailleurs. À ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé, là? Je m'en rappelle comme si c'était hier. Ça sort de nulle part. Et alors que moi, sur la page du Parti libéral du Canada, Marois Risky, son cheval de bataille, la taxation des géants du web. Et j'ai une entrevue qui était déjà cédulée, de mémoire, avec Benoît Dutrisac. Puis, la vidéo sur YouTube de Stephen Harper qui nargue Justin Trudeau devient assez importante. Là, Justin Trudeau qui sort rapidement dit non, on taxera pas. Mais ça sort d'où ça, on taxera pas? C'est pas réfléchi, c'est en réponse d'une vidéo sur YouTube, là. Et moi, on me demande de pas aller faire mon entrevue. Je dis, non, je vais faire mon entrevue. Alors, je fais mon entrevue pareil. Et pour moi, c'est clair qu'il faut quand même taxer les géants du web. Par la suite, j'ai le débat sur les paradis fiscaux dont je parle, de comment aussi faire... Alors moi, ma position a toujours été très claire. Elle était connue. Alors vous aimez au QG de la campagne libérale pendant... Vous savez quoi? Celui qui m'aimait pas vraiment, c'est drôle, hein? Celui-là, il est plus là. Puis on parle plus de lui. Puis la dernière fois que j'ai lu sur lui, il y avait eu des allégations en matière de MeToo. Alors sincèrement, les gens qui m'aiment pas, puis c'est des gens comme eux, j'en ai vraiment rien à cirer. Ça n'a pas aidé à votre avenir dans le Parti libéral du Canada d'être contre le Parti libéral, contre la doctrine, la politique officielle sur un enjeu aussi sensible au Québec, là. La politique officielle, c'était pas une politique officielle. Puis moi, personnellement, des réponses que les policiers donnent en réaction d'une vidéo YouTube qui est pas réfléchie, j'ai pas un immense respect pour ce type de réponse. Puis par la suite, il y a eu une investiture, puis moi, j'ai continué. Puis ma position est encore plus connue que jamais. Il y avait aussi le débat qui portait sur Netflix, où est-ce que j'ai rencontré la personne responsable au dossier avec son équipe, où est-ce que je leur ai dit l'état du droit, que je leur ai dit voici comment on peut légiférer, voici ce qu'on peut faire. Et moi, me répondre que dans 24 heures, ça va être passé parce que les gens en veulent pas des taxes. Ils ont pas compris qu'au Québec, les gens sont aussi en quête de justice et d'équité. Et qu'on est capable de comprendre au Québec quand on explique comme il faut les enjeux. Puis le dossier Netflix a été une belle illustration pour tout politicien de comprendre que si vous pensez que vous êtes plus intelligent que les Québécois, puis que les gens ne sont pas capables de comprendre, vous allez peut-être frapper votre Waterloo. Est-ce qu'il va avoir lieu, cette taxation des géants du web? Au Québec, elle a eu lieu pour la TVQ. Ça, c'est une première étape. Puis ça, honnêtement, pour moi, c'est une grande fierté. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Ailleurs dans le monde, la même démarche, par exemple, en Australie, ça a pris 7 ans pour légiférer. Au Québec, quand que j'ai commencé, on part... puis moi, j'ai eu des discussions à ce stade-là avec le Parti libéral du Québec. On est en septembre, il y a la grosse saga au niveau fédéral. Carlos Etero, que moi je talonne pour qu'il fasse pas la même erreur. Mais entre septembre et le mois de mars, c'est quelques mois. Donc, ça a été beaucoup plus rapide que dans d'autres législations. Puis dans d'autres pays, ça se situe entre 7 à 10 ans juste pour ce qu'on appelle la taxe de vente. Maintenant, sur l'impôt sur le revenu, on peut le faire demain matin. Puis sincèrement, la France le fait, malgré ce que Trump a dit immédiatement après, qu'il allait mettre une taxe sur le vin. Finalement,
les Français et les Américains se sont réconciliés. Il n'y a pas de taxe sur le vin français aux États-Unis. Et en ce moment, M. Macron est très fier de dire que oui, il a été capable d'imposer une taxe de 3% sur les GAFA. Puis, juste pour donner un ordre d'idée, on parle quand même d'entreprises qui font 20 milliards de revenus par année et qui ne payent pas plus d'impôts. Okay. Là, pour monsieur, madame, tout le monde, là, qui est pas un spécialiste de la taxation, puis etc., expliquez-nous pourquoi, légalement, ces entreprises-là, en ce moment, là, tu sais, genre, évasion, échappatoire fiscale 101, là, pourquoi des compagnies comme Google, Amazon, Facebook, etc., qui travaillent au Canada, tu sais, qui sont au Canada, qui ont des clients au Canada, qui vendent la pub au Canada, qui, etc., réussissent à pas payer d'impôts? En plus, ils n'ont même pas besoin de se forcer. C'est que vu que les gouvernements sont tellement complaisants et bougent pas, ils ont même pas, c'est pas une stratégie, c'est l'état du droit. Puis il faut retourner là, au début des années 20, au dernier siècle, on a commencé nos lois fiscales basées sur du concret, du matériel. Donc, ce qu'on touche, ce qu'on peut voir, on peut l'imposer. Et pour ce qui est des entreprises, par exemple, Facebook, tant si longtemps qu'elles n'ont pas au Canada un établissement stable de leur entreprise qui génère des revenus, ben, ils sont pas imposables ici. Ils ont un bureau, ils ont un Facebook Canada. Mais c'est pas Facebook Canada qui vend de la pub, c'est un autre Facebook, c'est Facebook Pays-Bas. Par exemple, Netflix. Netflix a une boîte, oui, au Canada. Cette boîte au Canada, là, fait de la production, mais fait surtout des pertes. Alors que Netflix BV, quand les gens regardent leurs factures, ben, Netflix BV, c'est aux Pays-Bas. Elle n'a aucun établissement stable, cette entreprise. Elles sont séparées juridiquement, ces entreprises-là. Alors, Netflix BV, c'est où est-ce que vous avez votre abonnement. Alors, il y a environ plus de 5 millions de Canadiens qui ont un abonnement avec Netflix. Aux Pays-Bas? Aux Pays-Bas. Mais vous comprenez que le service est rendu ici. On peut tout simplement changer la loi puis dire qu'au fond, on va aussi taxer vos profits générés au Canada ou encore mieux au Québec. Parce qu'il y a une théorie aussi selon laquelle ces grandes entreprises-là sont tellement énormes que des pays comme le Canada peuvent pas leur... vous riez, là. Non, avec mépris, vous devriez la voir, là. Non, mais, tu sais, alors, tout le discours en ce moment, c'est de dire qu'il faut attendre au CDE, que tous les pays agissent en même temps. C'est le discours de M. Legault, c'est le discours de M. Trudeau, c'est le discours de tous les partis politiques, ou presque, là, en ce moment. Pourquoi vous y croyez pas? Ben, premièrement, l'OCDE, là, n'est pas un gouvernement. L'OCDE est alimenté par les gouvernements. J'ai un peu de respect pour l'OCDE, qui font beaucoup de travaux, mais zéro avancée en matière fiscale. En 96, il y a ce qu'on appelle le White Paper américain qui porte sur la fiscalité numérique parce que déjà en 96, il y avait de la fiscalité numérique. On en parlait parce que il y a des entreprises qui existaient déjà. Amazon existait déjà. Par exemple, Apple, avant d'ouvrir un magasin sur la rue, avait déjà un Apple Store Internet. Alors les Américains, eux, ont compris une affaire que si elles veulent que leurs entreprises prennent beaucoup de galons, faut pas les imposer, ni aux États-Unis, ni ailleurs dans le monde. Dans le White Paper, on dit, écoutez, Internet, c'est nouveau, faisons rien pour l'instant. Alors, tout le monde dit, ben oui, on va écouter les Américains. 98, il y a à Ottawa une conférence sur la fiscalité qui est faite par qui? L'OCDE. Et on dit, comment qu'on fait pour imposer les géants du web? Ils ont réfléchi longuement, là, pendant plusieurs jours. On dit, ça nous prend des principes. Faut que ça soit équitable, faut que ça soit juste, faut que ça soit quand même efficace. 98, là. 98. Et là, ils ont dit, on va réfléchir, donnez-nous 3 ans. 2001, ils vont dire, en 2001, c'était quoi le constat de l'OCDE? On va continuer de réfléchir. 2009, Obama commence à se tanner. Il disait, écoutez, là, j'ai beaucoup de pression des autres présidents. OCDE, qu'est-ce qu'il dit? Parfait, on va faire une grande conférence fiscale. On va réfléchir. On va réfléchir. En 2013, ils disent, parfait, on part pour la fiscalité numérique. Pendant 2 ans, on va consulter les meilleurs fiscalistes au monde. 2015, le rapport tombe. Qu'est-ce qu'on dit dans ce rapport? Trop tôt pour agir, on va réfléchir. Donc, vous ne croyez pas, vous, que d'ici un an, il va y avoir un consensus international là-dessus? Moi, j'ai la chance d'avoir des amis fiscalistes à l'international, mais aussi pour ceux qui travaillent pour ces grandes entreprises. Ils sont morts de rire. Ils savent que ça s'en vient pas. Ils savent pertinemment que ça s'en vient pas. C'est pas normal. Bon, il y avait le livre de Ford qui a été écrit par Scott Galloway, un professeur américain. L'influence des GAFAM NATO, là, ça c'est les 10 plus grandes entreprises, Google, Apple, Facebook, Amazon, je vais toutes les nommer, mais je sais pas si les gens vont suivre, mais ces grandes entreprises, c'est pas normal que dans les premières années d'un mandat d'un gouvernement fédéral, on passe plus de temps à rencontrer les lobbyistes
de ces entreprises étrangères que de rencontrer notre monde ici sur le terrain, de rencontrer nos entreprises et de voir comment on peut s'assurer que ces entreprises étrangères soient, oui, les bienvenues en territoire canadien, fassent des affaires, mais qui payent leurs impôts. Puis si vous prenez note, je ne dis pas leur juste part. Il n'y a pas de juste part en fiscalité. Tu dois de l'impôt ou tu n'en dois pas. Et pour les entreprises canadiennes et québécoises, de leur donner à eux les outils de devenir des grandes entreprises. En Europe, ils ont compris qu'en ce moment, on fait face là, vraiment à un monopole en matière informatique et en matière de géants du web américains. Alors, ils sont en train de voir comment qu'on peut aussi demander aux Américains là, d'en prendre peut-être un peu moins. Parce que là, en ce moment, en matière de gestion de données, c'est pas mal américain. Puis ça, on va peut-être en reparler. Hein, oui, on va en parler. C'est votre nouvelle croisade. Oui. Il y a une partie aussi de ce que je comprends, de cette idée qu'il faut mettre en place des réformes fiscales. Vous avez fait un lien avec le fait que si on osait faire des réformes fiscales, et là, je sors des géants du web, là, en général, oui, qu'on serait plus équipés pour lutter contre la pauvreté, pour mettre en place la justice sociale. La réforme fiscale, M. Godbout a fait une étude de Luc Godbout à l'Université de Sherbrooke, de quoi, 900 pages pour le gouvernement là-dessus? Moi, j'ai fait la fiscalité internationale. Ottawa a eu des discussions là-dessus. Les gouvernements, ils prennent ces rapports-là, puis ils les mettent systématiquement sur des tablettes. Celle du Québec, non. Ben, certains éléments. Ce qu'il y a de plus difficile, de plus courageux. Ben, moi, il y a une affaire que je voulais vraiment pas là-dedans, dans la réforme Godbout. Mon cher collègue qui m'entend, une grosse bise. C'est que pour moi, c'était inacceptable que d'augmenter la taxe à consommation. Alors, on est à 15 % déjà, là, quand on combine fédéral, provincial. Et je crois qu'on doit arrêter complètement de réfléchir de la même façon, c'est-à-dire comment qu'on fait pour que les particuliers, les individus payent encore plus. Au contraire, maintenant, il faut faire l'effet inverse. Dire, ça serait quoi, vous, la réforme fiscale de Marois Risky en une minute? Ben, la première chose qu'on doit répondre, c'est oui ou non, est-ce qu'on veut que les entreprises payent des impôts? C'est la première question qu'on doit se poser. Puis ça poser de façon la plus honnête. Parce que si la réponse c'est oui, on veut qu'ils en payent, parfait, donc il faut changer notre loi, puis dire à ce stade-ci, toutes les entreprises, peu importe où est-ce que vous êtes situé, si vous faites des affaires au Canada puis au Québec, voici votre taux d'imposition. Si la réponse c'est non, parce qu'il faut quand même savoir que quand même, sur les 500 entreprises les plus importantes au monde, il y en a presque la moitié qui n'en payent pas d'impôts. Il faut être conscient de ça. Alors, et c'est la voie que plusieurs autres pays ont adoptée. On parle pas juste de l'Irlande ici, on peut parler des Pays-Bas, on peut parler du Luxembourg, on peut parler ce qu'on appelle le Benelux, là, la Belgique y comprise, ou même les Américains qui ont aussi des façons détournées de baisser les impôts de leur propre société. Si la réponse est non, on change les paradigmes, puis les entreprises payent pas d'impôts, mais en échange, c'est quoi mon échange là-dedans? C'est des emplois. Alors, c'est ça la véritable discussion qu'on doit avoir. Puis c'est des emplois qui sont très bien payés quand même, là. Mais ça, c'est des discussions franches qu'un jour, on va devoir être confronté puis y répondre. Pourquoi on les a pas en politique, ces discussions-là? Parce qu'on a des discussions tellement futiles. Regardez la dernière élection. Hey, on est au 20e... J'avais l'impression d'être au 20e siècle, moi. On parlait d'avortement. Quand je vivais aux États-Unis puis que les gens me parlaient de contrôle d'armes à feu puis d'avortement, je trouvais, mon Dieu, que leurs élections sont plates. J'arrive... Quelques années plus tard, c'est nous, nos élections on revient à ça. Je ne pouvais pas croire qu'on nous parlait encore de ça. Au lieu de nous parler des enjeux les plus importants, comme la sécurité de nos données, de nos informations personnelles, de vraiment de cartels. Ça fait des années qu'on parle que le bureau de la concurrence, là, on se demande qu'est-ce qui se passe là-bas. Comment ça se fait qu'ils sont pas capables de comprendre le prix de l'essence? C'est drôle, il fluctue toujours en même période. Comment ça se fait qu'on a des pains qui se vendent à peu près le même prix partout au Canada? Mais c'est des questions là que ça, là, pour de vrai, il y a un impact direct sur le portefeuille des gens. Puis là-dessus, c'est drôle, il n'y a personne qui nous en parle. Pourquoi les politiciens n'en parlent pas de ces choses-là? Honnêtement, j'en ai aucune espèce d'idée. Moi, j'essaie d'en parler le plus possible, mais il me semble que c'est des affaires hyper importantes et concrètes. C'est peut-être pas assez sexy, mais c'est à nous de le rendre intéressant. La fiscalité, quand j'ai commencé à en parler, je peux vous dire là, que c'était pas toutes les radios qui me recevaient, mais après ça, effectivement, ça a commencé à prendre forme. Puis si on est capable de le vulgariser, ben les gens vont comprendre. Puis à un moment donné, ils vont dire, effectivement, je veux que ça change. Puis si vous pensez qu'on se fait avoir, ben faites en sorte que ceux qui ont fraudé ou ceux qui ont vraiment eu des comportements là, qui se démarquent de la norme, puis c'est à eux d'être imputables. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes en politique, pour brasser la cage? Ah oui, définitivement. Puis surtout, c'est que moi, je peux me permettre, hein. On a un de mes bons amis qui lui, est avec moi depuis mes débuts dans Hochelaga, Julien. Lui est parti de Toronto
pour venir me donner un coup de main pour gagner dans Hochelaga. Puis il m'a jamais lâché. Puis quand même, il est vice-président d'une grosse compagnie. Puis il demande toujours à ses patrons. Puis c'est rendu que ses patrons de Toronto suivent toutes mes aventures en politique. Et il me dit la bonne nouvelle, Maru, c'est que les gens ont pas d'ascendant sur toi. C'est que tu veux rien d'autre. On peut pas m'offrir quelque chose. J'ai dont j'ai besoin. Alors je fais les affaires à ma façon. Puis si ça marche, tant mieux. Puis ça marche pas, tant mieux quand même. Parce que j'aurais dit vraiment ce que je pense. Mais il y a un coup à être trop franche en politique. Oui. On l'a vu dans la dernière année, là. On vous a reproché... on vous a comparé à Martine Ouellette. Faut quand même le faire. La Martine Ouellette du PLQ, on vous a reproché d'être cassante. On vous a reproché vos coups de gueule, d'amener des débats sur la place publique qui devraient avoir lieu derrière les portes closes du caucus. Vous êtes comme à contre-courant de votre parti, on a l'impression. Ben, moi, j'ai l'impression d'être dans le Parti libéral de la bonne époque. C'est celui qui était vraiment plus franc, celui qui se disait les vraies affaires, celui qui brançait, celui qui prenait des risques. Ah oui. Mais ça, c'est comme vous par rapport au reste du caucus. Ben, c'est correct. La vérité, c'est que pour moi, mon ennemi, là, c'est pas mes collègues, c'est pas la CAQ, c'est pas Québec solidaire, c'est pas le Parti québécois, c'est le conformiste. C'est vraiment le conformiste. Mais vous êtes dans un parti conformiste? Ben non. Puis la preuve, c'est que je suis encore là. Puis c'est vrai qu'au début, bon, il y a des gens que je pense que ils étaient pas trop contents, mais maintenant ils comprennent. Ma démarche, là, elle est très sincère. Si on veut un jour revenir, faut pas revenir pour le pouvoir, faut revenir avec des principes vraiment directeurs, une vision claire du Québec de demain, là. Et ça prend pas des gens qui vont être des bons moutons, là. Ça, si c'est pour ça, il y en a plein. Mais moi, aujourd'hui, je suis à député Saint-Laurent, puis mes Laurentiens, je peux vous dire une chose, ils s'attendent pas du tout de moi à ce que je sois une conformiste. Et j'étais quand même connue avant de faire le saut en politique pour avoir quand même critiqué certains budgets, dont des budgets provinciaux libéraux. Alors ça, c'était quand même clair que j'ai un franc-parler. Par la suite, si on prend quelqu'un comme moi en politique avec un franc-parler puis qu'on lui demande de rentrer dans une boîte, ça ne marcherait pas avec moi. Ça, c'est clair. Avez-vous gagné en sagesse dans votre première année et demie? Tu sais, qu'est-ce que vous avez appris pour être plus efficace? C'est drôle parce que moi, je me trouve sage pareil. Hein? C'est tellement drôle. Non, mais je trouve ça particulier que les gens aiment mettre des qualificatifs. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a toujours tapé ses nerfs. C'est parce que vous êtes une femme? Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous êtes une femme, que vous êtes jeune puis que vous êtes belle? Je sais pas tout ça, là, mais je peux vous dire une chose. C'est une affaire qui me tape ses nerfs. C'est des gens qui sont à court d'arguments puis qui sortent des qualificatifs. Qui me disent clairement qu'est-ce qu'ils aiment pas. Qui me disent clairement la politique que j'ai prise qu'ils n'ont pas aimée. Qui me disent clairement quelle position que j'ai pas aimée. Ça me fait plaisir d'en débattre. Mais si c'est pour sortir la botte à outils insultes, là, sincèrement, ça s'appelle la médisance et j'ai encore moins de respect pour ces gens-là. Votre prochaine croisade, là, on s'en est parlé un peu oui. Avant Noël, puis vous y avez fait allusion en début de l'émission, c'est l'enjeu de la protection des données personnelles. Mm-hmm. Ça fait longtemps que c'est dans le paysage, là, cette question-là. Est-ce qu'on n'a pas collectivement été totalement complaisant? Ou complaisant, mais aussi, j'ai l'impression que c'était comme personne s'en souciait. On était vraiment absent du débat, mais on l'a pas vu venir, personne. À part peut-être le directeur scientifique du Québec. Mm-hmm. Le seul que je crois en parlait, il en parle toujours, qu'effectivement, on doit investir massivement pour être en mesure d'être encore souverain de nos données, puis vraiment souverain. Parce que le danger qu'on a présentement, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, maintenant, réfléchissent à vouloir faire de la sous-traitance de la gestion des données des Québécois. Puis là, ici, on parle du dossier santé, on parle du dossier de Revenu Québec, de nos revenus d'impôt. On parle de vous êtes allé à l'école, votre dossier universitaire. Tout ça, là, c'est emmagasiné par la suite, c'est entreposé en ce moment sur des serveurs québécois qui appartiennent au gouvernement du Québec. C'est administré vraiment par le gouvernement. Même chose pour votre permis de conduire. Maintenant, l'an passé, au mois de février, Christian Dubé a dit qu'il voulait faire des économies et qu'au lieu d'avoir des serveurs gérés et détenus par le Québec, par le gouvernement du Québec, on va confier ça aux entreprises privées, dont notamment Google et Amazon.
Alors moi, j'ai fait non, parce que si on veut rester souverain au Québec, mais encore faut-il être maître de nos données et de les contrôler parfaitement. C'est comme un peu acheter un gros bloc appartement. On est comme propriétaire, mais on donne les clés à un Américain, puis que nous, on n'a plus vraiment les doubles des clés, là. Puis qu'il faut lui demander la permission pour entrer dans notre propre bloc appartement. Ça marche pas. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Cloud Act, qui permet au gouvernement américain d'exiger de prendre les données sur n'importe quel serveur, peu importe où est-ce qu'il est situé, dès lors que l'entreprise qui les détient est une entreprise américaine. Alors, le danger est aussi là. C'est une question où est-ce qu'on peut avoir pas un genou à terre, mais 2 genoux à terre devant les Américains, plus particulièrement devant un président américain qui, des fois, peut être très erratique. Les gouvernements s'en sont pas beaucoup occupés dans le passé. On le voit au fédéral aussi, là. Je veux dire, le commissaire à la vie privée, il sait plus quoi faire pour forcer la main du gouvernement fédéral, pour qu'on resserre les lois, pour qu'on les remodernise. Ben, le commissaire à la vie privée, lui, il n'y a même pas de bâton, là. Il n'y a même pas de carotte. Premièrement, la loi au niveau fédéral, c'est clair qu'on est en fort que les députés fédéraux fassent leur travail, là. Il y a une opposition, il y a un gouvernement qui s'active tous là-dedans. Ils peuvent aujourd'hui s'assurer que le commissaire à la vie privée ait vraiment une loi qui a du mordant. D'autre part, je comprends pas qu'ils n'ont pas eu un débat au niveau fédéral pour la gestion des données avant de faire de la sous-traitance. Puis d'autre part, nous, au Québec, je trouve ça inacceptable qu'on s'était battu pour être maître chez nous, puis qu'aujourd'hui, sur la matière, la ressource la plus chère au monde, c'est les renseignements, on veut carrément les donner aux Américains. Ça marche pas. Il y a aucune puissance mondiale qui fait ça en ce moment. Nous, on va être les premiers à faire ça. Je comprends vraiment pas la logique. Et pire que ça, je doute fortement qu'on va faire des économies. Il y a personne qui a de me prouver qu'on va faire des économies. Puis quand je regarde ces entreprises, elles ne sont pas connues pour faire des économies au gouvernement. Au contraire, la maintenance, année après année, ça coûte de l'argent. Et avec le scandale Phoenix, j'ai une petite réserve. Mais les citoyens aussi ont un devoir à jouer dans la gestion de leurs données personnelles. Oui, absolument. Je veux dire, je lisais dans le New York Times pendant le temps des fêtes que c'est rendu qu'on peut retracer la vie de quelqu'un d'heure en heure à partir de ces données cellulaires, là. Oui, mais les citoyens, ils ont un rôle à jouer. Mais ils le font quand même, là. Rappelez-vous, il y a eu quand même un gros scandale cet été, l'affaire Desjardins. Mais les clients de Desjardins, les membres, pardon, ben, ils l'ont su tardivement, hein, par contre. Alors, j'en conviens qu'ils ont un rôle à jouer, mais encore faut-il être informé en temps opportun. Puis aujourd'hui, dans le dossier le plus important, c'est-à-dire la privatisation des données personnelles des Québécois, j'ai pas vu le gouvernement aller sonder les Québécois là-dessus. Pourtant, habituellement, ils sont très prompts pour des sondages, là. Pourquoi que là, maintenant, on n'irait pas justement en référendum sur cette question-là? Posons la question, voulez-vous, oui ou non, que Donald Trump contrôle vos données? Un référendum sur les... Pourquoi pas? Ils sont super bons pour demander des sondages. Ça, c'est la question la plus importante. Ça, là, c'est l'enjeu le plus important. Le contrôle de nos données québécoises. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. C'est dans tous les dossiers qu'on a présentement à Québec le plus important. Ça, j'en suis convaincue. Quand vous êtes lancé en politique, vous dites que votre rêve, c'est d'être la première femme ministre des Finances au fédéral. Ça a pas mal changé. C'est quoi votre rêve maintenant? Bon, je rêverais bien ça être un jour ministre des Finances, là, c'est sûr. Là, je passerais plein de lois fiscales, je ferais ma réforme fiscale, il n'y en aurait pas de problème. Malgré les levées de bouclier, vous seriez capable, vous, justement, de... Tu sais, on l'a vu à Ottawa, les gouvernements essayent ces réformes-là. Il y a des levées de bouclier. C'est ça qui est difficile en politique. Mais quelle levée de bouclier? Moi, je me rappelle encore. Regardez les PME au fédéral, là, quand M. Morneau non, a voulu... Une seconde. Ce dossier-là, je le connais pas mal bien. 17 juillet 2017? 17, ouais. 17 juillet 2017, toutes les fiscalistes sont en vacances. Moi, je m'en allais en vacances. Et M. Morneau envoie sa réforme en plein été. C'est insultant pour nous autres, là. Il sait très bien qu'on n'est pas là. Moi, je prends la peine de lire parce que le lendemain, je suis en entrevue. Et là, je lis tout ça. Là, je dis, voyons, il est pas bien, lui. Il va vraiment faire mal à nos PME. Il enlève ici un outil hyper important qui permet de transférer une entreprise dans la famille. Ce qui est hyper important lorsqu'on veut avoir du reprenariat familial au Québec et puis au Canada. Sinon, on est obligé de vendre nos entreprises à des intérêts étrangers, ce qui est pas souhaitable totalement.
Alors là, évidemment, moi, je commence à commenter. Puis là, savez-vous quoi? Il y a un journaliste qui me dit, Madame Ruski, vous êtes la seule professeure qui dit ça. Tous les autres professeurs disent le contraire de vous. Je sais, ben, excusez, mais j'ai quand même pratiqué, là. Puis je peux vous dire, ça marche pas. Puis ça marche pas ni en pratique, et c'est pas souhaitable non plus. Puis je dis, il va devoir reculer il y avait 3 affaires, A, B, C. Là-dedans, il y en a 2 sur 3 qui vont devoir reculer, je vous le dis tout de suite. Et finalement, quand les fiscalistes en pratique sont revenus, et là, tout le monde a lu, parce que moi, j'ai appelé à ce moment-là, un fiscaliste qui est Paul Ryan. Je dis là, as-tu lu ça, toi? Il dit, ben ouais, c'est pas de bon sens. Puis là, on commence, et là, finalement, plusieurs fiscalistes du Québec sont arrivés beaucoup plus tôt que les autres fiscalistes du reste du pays. On dit non, c'est très mauvais pour nos PME. Donc, effectivement, oui, ils ont reculé, puis à juste titre. On se cachera pas, vous aimeriez ça être ministre un jour. Oui. Des Finances. Allez-vous être capable de faire des compromis? Il va falloir que j'en fasse, de toute évidence. Comment vous allez réussir? Comment vous allez apprendre à faire ça? La meilleure façon, je crois, de faire des compromis, c'est d'abord vulgariser puis expliquer mon propos. Je vais dire là, exactement où est-ce que je dois aller, pourquoi je dois aller et pour qui je le fais. Et ça, c'est défendre votre point de vue. Oui. Là, après ça, oui, mais les gens après ça vont me dire, là-dedans, dans les 3, le pourquoi, le pour qui puis la direction, qu'est-ce qu'ils aiment moins? Enfin, on va voir là-dessus où est-ce qu'on va faire des compromis. Mais sur le pour qui, il faut savoir que quand on réfléchit en matière fiscale, il y a des endroits où, pour moi, c'est non négociable, les plus vulnérables. C'est sûr qu'on doit faire des politiques où est-ce qu'on s'assure d'avoir un filet de sécurité sociale. Ça, c'est hyper important. Là-dessus, il n'y aura pas beaucoup de compromis. Pour les autres affaires, je suis très ouverte. Merci beaucoup, Mme Ruski. Ça fait plaisir. Emmanuel Présente est une réalisation de l'inspirant Bastien Gagnon La France grâce au montage de la magnifique Anne-Sophie Carpentier. Et si vous aimez notre balado, bien n'hésitez pas à la partager, laissez un commentaire et même donnez des étoiles. Oui, allez-y, donnez-nous-en 5 si vous adorez ça, parce que c'est ce qui aide à faire connaître la série. Vous pouvez me lire dans le Journal de Montréal et de Québec, écouter mes analyses à TVA et LCN, puis mes chroniques ici sur Cube Radio. Merci d'être à l'écoute.